comme moteur de transformation pour la souveraineté alimentaire. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici présider, être modérateur de ce panel, parce qu'il y a 25 ans, c'est exactement sur cette strate que j'ai reçu mon diplôme, en 1999. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là, d'être le modérateur de ce panel très important. Sans tarder, il faudrait toutes choses étant égales par ailleurs, donc remercier d'abord le ministre de l'Énergie pour son concours, monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Énergie, le professeur Diakhaté, tous les membres du cabinet, le directeur de l'école polytechnique, professeur Wad et professeur Diédiou, directeur de l'ENSA, et les membres du comité scientifique, professeur Ndiaye Thiam, Katim Touré, professeur Guissé, et tout l'ensemble, tous les professeurs, l'ensemble du personnel, mais également des élèves ingénieurs de l'ENSA et de l'EPT. Pour leur présence, aucun effort n'a été ménagé pour parvenir un peu à créer ce cadre-là. Donc, alors, dans un contexte donc, où notre continent fait face à des défis majeurs, notamment donc, des défis liés un peu à la souveraineté alimentaire, à la dépendance des importations, mais également à la croissance démographique, la souveraineté alimentaire donc, devient une exigence stratégique. Donc cette souveraineté ne pourra se faire sans agriculture moderne, sans une modernisation, sans de l'innovation. Ce panel donc mettra à bien des égards la lumière sur les leviers d'action, notamment donc, les innovations fertiles, les synergies que doivent développer donc, entre les différents secteurs et surtout les voies de ceux qui transforment notre agriculture. Sans tarder, il faudrait donc procéder à la présentation donc, des différents panélistes qui composent un peu ce riche panel. Et ces panélistes qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Donc on va démarrer avec la dame, avec Madame Diagne, professeur Diagne. Professeur Ndeye Hélène Diagne, docteur Ndeye Hélène Diagne, autant pour moi, docteur Ndeye Hélène Diagne, qui est donc agronome, qui est donc agropédologue, reconnu pour ses recherches sur les sols et les interactions avec les plantes. Après des études en sciences naturelles à l'université Cheikh Anta Diop, elle se spécialise en biologie végétale et obtient son DEA grâce donc à une bourse de thèse à l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Elle mène des travaux sur l'impact des matières organiques, sur l'abondance et la diversité des communautés microbiennes du sol, dans le but d'améliorer et de restaurer la fertilité des sols. Sa thèse soutenue en 2011, elle intègre l'Institut sénégalais des recherches agricoles, ISRA, puis renforce son expertise en pédologie aux États-Unis, où elle décroche un master en Crops and Soil Environmental Science à l'Université de Virginia Tech. Dr Diallo a depuis lors évolué dans le secteur en tant que chercheur, donc en sciences de sol, dans divers centres de l'ISRA, contribuant à des projets donc, dans le système sol-plante et occupant donc également le rôle de directrice dans un laboratoire international focalisé sur l'intensification écologique des sols en Afrique. Actuellement, elle est conseillère technique du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, de l'élevage et continue à mettre à profit donc, son expertise pour promouvoir donc, la recherche et l'innovation. Docteur, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Voilà, donc après docteur Diagne, nous allons passer à M. Pierre Ndiaye, qui est le PDG, qui nous a fait l'honneur de rehausser un peu ce panel. M. Pierre Ndiaye, qui est le PDG de Djabot. M. Pierre Ndiaye, Djabot, que tout le monde connaît, donc surtout les dimanches, les Seken et les Djawen qui aiment bien manger leur bol de lard le dimanche soir, connaissent bien donc Djabot. Et grâce à ce monsieur Ndiaye, que tout cela est possible.
Donc il a donc 74 ans pour montrer que vraiment, malgré son âge, il continue un peu toujours d'avoir ce dynamisme, voilà, pour faire évoluer le secteur. M. Ndiaye, donc qui est diplômé, qui a un diplôme d'ingénieur agroalimentaire en 1967 Tédébouvian. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés, donc adjoint au chef de production de Nestlé de 1979 à 76 en 79, directeur de production de Senlait de 79 à 88, directeur de production de RSI 88-95, études de projet 95-96, unité familiale de Yaourt 96-97, après donc production, donc unité donc industrielle en 2003, à nos jours avec une production qui est passée de 8 tonnes par jour à 30 tonnes par jour. Donc, c'est donc multiplié par 4. En chiffre d'affaires, en 2024, la société a fait un chiffre d'affaires de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Voilà, donc c'est un ancien administrateur de l'Institut de technologie alimentaire, représentant le CNP. Il est aussi président de la section agro-hippique CNP, participé à la création d'une industrie de production de farine et de mil sec, donc avec un fort impact économique pour les femmes, donc à travers des groupements et collectivités. Monsieur Ndiaye est fortement impliqué dans le secteur primaire de la chaîne de valeur mil entre les producteurs, les centres de recherche et d'application, les ONG, les laboratoires, les fabricants d'équipements, les banques et les associations de consommateurs. Monsieur Ndiaye, bonjour. Merci. Voilà, donc Monsieur Ndiaye, après, je m'avais présenté, faire la présentation de Dr Mamadou Lamine Dia. Il est docteur en agroéconomie et à la base agronome, sortant de l'ENSA, comme il a si bien rappelé tout à l'heure. Il a 35 ans d'expérience, d'abord cadre au niveau des services régionaux, et puis à Dakar et dans les directions nationales, direction de l'agriculture et de la DAPS, mais aussi à l'ISRA et à la FAO de Dakar. Il a aussi géré des projets de développement agricole, notamment le PROACT financé par l'Union européenne, le PCAE, le FSRP financé par la Banque mondiale et le FIDA. Monsieur Ndiaye, bonjour. Monsieur Dia, autant pour moi. Bonjour, Monsieur Dia. Allez. Et ensuite, nous avons Monsieur Fari Ndaou, qui est donc un ingénieur. Il a même mis son âge, 37 ans. Donc, vous voyez bien, on a donc une diversité donc, de Monsieur Ndiaye à Monsieur Ndaou. 37 ans, ingénieur, géologue et économiste de l'énergie, diplômé de l'Institut des sciences de la Terre, qui est maintenant devenu École nationale supérieure des mines et de la géologie en 2014. Et il est aussi diplômé de l'Institut français du pétrole, IFP, en 2022. Durant sa carrière professionnelle, M. Farindao est passé par Petrosen SA et les Nilto, les SP COS Petrogaz, Deloitte Economy Advisory, avant d'occuper successivement les postes de chef de projet, Pétrochimie, puis responsable du département projet et perspective à Petrosen Trading SA, qui est une entité donc de Petrosen Holding. Également auteur donc qui est une filiale, autant pour moi, également auteur donc il est également auteur, donc il se décrit comme un ingénieur écrivain. C'est pas du tout paradoxal. Un ingénieur peut être un grand écrivain, parce que les écrivains, c'est des penseurs. Les penseurs, c'est des scientifiques. Les scientifiques, c'est des ingénieurs, la plupart. Donc, il y a une corrélation entre ces deux. Donc, M. Ndaou, il est écrivain. Il a été l'auteur l'un des co-auteurs de l'ouvrage collectif Politisez-vous. Il a aussi publié, donc, qui a été publié en 2017. Il a également publié L'or noir au Sénégal. En 2018, c'est un livre de vulgarisation sur le pétrole et le gaz au Sénégal, et a sorti en 2024 son premier roman, Le dernier des arts, que je me suis fait le plaisir d'acheter, donc tout récemment. Monsieur Ndaou, bonjour. Bonjour, cher Tidjane. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc je voulais un peu passer et faire des présentations parce que c'est difficile de parler de soi. Bon, j'ai un peu rompu avec la vieille tradition qui consiste à donner la parole
aux panélistes pour faire leur propre présentation. Des fois, c'est un peu gênant de parler de soi. Raison pour laquelle je me suis permis de faire cette présentation. Même si ce n'est pas complet, ils peuvent compléter après. Mais c'est juste dans ce cadre que j'ai fait cette introduction. Donc, je disais que ce panel, il mettra en lumière donc, les innovations, les synergies intersectorielles et surtout les voies de ce qui transforme notre agriculture. Donc, il faudrait tout d'abord essayer de planter le décor. Planter le décor, c'est-à-dire de poser la problématique centrale au début de ce panel. La problématique centrale, c'est comment l'innovation, qu'elle soit scientifique, technologique, logistique, institutionnelle, peut-elle repositionner notre agriculture comme socle de souveraineté alimentaire au Sénégal et même en Afrique, au-delà du Sénégal. Donc tout cela sera structuré sur des axes bien structurés, l'axe de la science et de la technologie au service de la production, mais également l'axe énergie-industrie avec les innovations dans le domaine de la pétrochimie, donc pour pouvoir un peu mettre en place des engrais innovants, mais également dans d'autres domaines, innovation institutionnelle. Donc, comment donc, quelle articulation entre innovation et politique publique de souveraineté alimentaire. Donc, je vais donc devoir donc donner la parole au premier des panélistes par le monsieur. Oui, allez, ok, oui, c'est vrai. Oui, monsieur Diédhiou, c'est vrai, il m'a envoyé tout de suite son... Désolé, monsieur Diédhiou. Voilà. Voilà, monsieur Diédhiou, donc... Ok. Voilà. Donc, monsieur Diédhiou, monsieur Abdoul Aziz Diédhiou, donc il est ingénieur forestier, agroéconomiste, et capitalise plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la gestion de l'environnement, la conservation de la biodiversité, le développement des projets verts et la mobilisation des fonds climatiques en lien avec les enjeux et défis du changement climatique et de la souveraineté alimentaire. Actuel chef de département donc, des études et de la stratégie de la Banque agricole, LBA, du Sénégal, et responsable environnemental du climat. M. Diédhiou a coordonné avec succès le deuxième readiness pays pour le développement de projets climat, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique ESG, donc, qui est de la Banque agricole, et conduit avec succès l'accréditation de LBA au Fonds vert, ce qui est impressionnant, pour le climat et pour le Fonds d'adaptation. Sous sa responsabilité, la Banque donc, a fait valider en février 2025 à Sangdo son premier projet de guichet privé du FVC. Donc il est intitulé « Ligne de facilité verte pour la promotion de pratiques agricoles climato-intelligentes au Sénégal » pour donc un montant de 48 millions d'euros. Il est expert en politique de souveraineté environnementale et sociale et mobilisation de financement vers M. Diédhiou appuie beaucoup d'institutions dans le processus d'accès au fonds climat, FVC et le renforcement des capacités dans les mécanismes et instruments de la finance verte. Monsieur Diédhiou, bonjour. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour un peu, je disais, planter le décor, c'est donc voir comment l'innovation, qu'elle soit scientifique, technologique, logistique ou bien institutionnelle, peut-elle repositionner notre agriculture comme socle de souveraineté alimentaire au Sénégal et en Afrique de manière générale. Nous allons donc sans tarder donner la parole j'aime bien commencer avec les dames, à Madame et Dr Diagne. Donc vous avez donc l'honneur de donner le là de ce panel ô combien important. Merci. Merci Monsieur Gueye.
Permettez-moi d'abord d'exprimer tout l'honneur que j'ai d'être aujourd'hui dans cette noble institution, en tout cas qui rassemble la crème vraiment de notre jeunesse. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette réflexion collective sur un enjeu majeur, comment l'innovation agricole peut être un levier de transformation pour garantir en tout cas la souveraineté alimentaire au Sénégal. En tant que chercheur en sciences du sol, permettez-moi de prendre l'angle d'approche sur cet élément souvent sous-estimé dans l'innovation agricole qui est la santé des sols. Je vais le démontrer par un pourquoi et un comment. Le pourquoi. La qualité des sols conditionne l'efficacité de nos innovations agricoles. Le ministre parle souvent de reconstitution du capital semencier. Donc, si on parle de semences améliorées ou d'agriculture de précision ou de pratiques agroécologiques, ces innovations reposent bien sur un sol qui doit être vivant, productif et résilient face à tous ces défis dont on fait face. Or, nous sommes de plus en plus confrontés à des sols qui sont dégradés, dus à l'érosion, dus à l'appauvrissement en matière organique, mais aussi à des pratiques inadaptées. Donc il y a lieu de réfléchir pour lever ces contraintes. Et comment? C'est l'acquisition de connaissances sur nos sols d'abord, mais de les réactualiser périodiquement. Et si j'en viens en comment, car nous avons une variété de sols et je pense que nos élèves de l'ENSA ne me contrediront pas, nous avons une variété de types de sols au Sénégal, en passant de sols tropicaux du bassin arachidier au vertisol du delta du Sénégal, au niveau du fleuve, en passant par les sols sableux et appauvris de la zone agro-silvopastorale. Donc nous avons une richesse de sols. Il y a lieu de les valoriser. Le sol est un support, le sol est nourricier. Donc il n'y a lieu de ne pas le sous-estimer. Donc comment? Il y a lieu d'anticiper sur les contraintes de fertilité. Des données existent. Les cartes d'un projet dénommé Dundal Souf, récemment datant de 2021, nous montrent que nos sols sont pauvres en phosphore. Donc il y a lieu de les corriger. Que l'essentiel de nos sols, plus de 70%, sont acides. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère, vous verrez que l'Institut national de pédologie s'active dans les processus de phosphatage et de cholage de nos sols. Donc, c'est nécessaire, ces connaissances sont nécessaires pour orienter les politiques agricoles. Mais un deuxième point pour ce comment, c'est la cartographie des vocations agricoles. Il faut que pour chaque zone, qu'on puisse y cultiver les spéculations qui auront plus de chances de s'y développer. Développer la riziculture, même si on a des semences adaptées en pluvial, développer la riziculture à Thiès, je pense que ce n'est pas l'idéal. D'où il faut vraiment réfléchir les vocations agricoles, donner à chaque spéculation sa zone de prédilection et ce que l'État recherche
à travers l'agenda national de transformation avec les 8 pôles territoriaux, où le développement sera basé sur les capacités, sur l'efficience, mais aussi sur le potentiel au niveau de nos différentes zones. Au-delà de ça, nous avons les pratiques. Ces pratiques que vous, en tant qu'ingénieurs, nous, en tant que chercheurs, nous devons collaborer avec les agriculteurs pour valoriser le savoir, certes endogène, mais adapter nos solutions de recherche au sol que nous avons, promouvoir des pratiques agroécologiques qui pourront être durables. Un autre point, c'est la planification agricole. Dans la mesure où on a beau avoir des semences certifiées, des semences améliorées, des sols qui peuvent le porter, mais si la planification agricole n'est pas faite, nous ne pouvons pas répondre aux défis d'aujourd'hui, à savoir les changements climatiques. Et je suis toute heureuse de voir M. Abdou Aziz Diédhiou, que je lis souvent dans le groupe WhatsApp COP29, et pour dire que cette planification agricole doit être intelligente pour répondre aux besoins. Et un autre point, c'est-à-dire la recherche. Si nous voulons une souveraineté, nos besoins de recherche ne doivent pas répondre à des demandes d'autres qui ne sont pas du Sénégal, mais plutôt à des demandes nationales. Même si la recherche fondamentale nécessite un partenariat avec les autres, parce que tout simplement, la recherche, ce n'est pas une fermeture autour de soi, mais c'est plutôt l'ouverture. La recherche prône l'ouverture, mais cependant, nous devons répondre à nos besoins nationaux. Et c'est là où j'appelle aussi bien les ingénieurs de l'école politique, les ingénieurs de l'ENSA, mais aussi tous les chercheurs des universités, à se focaliser, à vraiment dénicher, essayer de comprendre, identifier nos contraintes et se donner le challenge de réussir et d'y répondre. Monsieur le modérateur, autour de ces points-là, j'ai bien associé ingénieurs et chercheurs. Mais c'est pour tout simplement qu'ils ne se limitent pas à eux-mêmes, à leur cercle. Car l'innovation n'est pas que technologique. L'innovation est aussi sociale. L'innovation est co-construite avec des agriculteurs, surtout nos producteurs, qui ont vraiment un savoir endogène, qui peuvent enrichir nos projets de recherche. Et si on veut s'inscrire dans la durabilité, on ne peut pas trouver des solutions pour quelqu'un à qui on ne l'associe pas à la solution. Si on veut qu'elle se l'approprie, si on veut qu'elle soit durable, les agriculteurs, l'espace d'échange doit être bien là. Et c'est pour dire que la transformation pour une souveraineté alimentaire passera forcément par une collaboration étroite entre chercheurs, acteurs du développement, producteurs et vous, les jeunes. Je vous remercie. Merci, docteur, pour cette brillante intervention et très pertinente. Je vais un peu rebondir sur une problématique que vous avez posée tout à l'heure, notamment la collaboration, la synergie entre les élèves, la synergie entre les professeurs et les chercheurs. Je pense que les élèves ingénieurs de l'ENSA et de l'EPETA doivent envisager de travailler sur des projets communs, des projets synergiques, des projets qui impliquent, parce qu'en fait, actuellement, tous les projets, en tout cas de développement, c'est des projets qui impliquent plusieurs secteurs. Il n'y a pas donc, du moins,
quelqu'un qui dispose de toutes les compétences. Il faut fédérer des compétences diverses. Il y a des gens qui ont des compétences dans le domaine, dans certains domaines, d'autres dans d'autres domaines. Il faudrait essayer de travailler en synergie pour mettre, du moins, travailler sur des projets communs entre l'ANSA et l'EPT. Et je sais que les chercheurs, les professeurs le font, mais vous aussi, à votre niveau, il faut essayer d'envisager ça si ce n'est déjà fait. Hein. Donc c'est important de travailler sur des projets communs de développement qui vont impliquer l'agriculture, le domaine agricole et le domaine aussi de la mécanique, le domaine de la pétrochimie. La problématique aussi que vous avez posée sur le sol, c'est important. Cela m'amène à une transition très logique parce que nous sommes dans un contexte de production pétrolière au Sénégal et gazière, notamment avec le champ de Sangomar qui a démarré depuis le 2 juin et le champ de GTA qui a démarré depuis le 2 juin 2024, l'année passée, et le champ de GTA qui a démarré depuis le 31 décembre 2024, ça fait déjà 6 mois, et on est en train de réfléchir sur la valorisation, et ce terme a son sens, la valorisation du gaz issu de Sangomar, en tout cas des autres, ou bien même des autres champs. Cette valorisation, quand on parle de valorisation, c'est une transformation. Ce n'est pas, il y a deux projets parallèles. Le projet Gaz to Power, c'est un projet qui consiste à utiliser le gaz comme combustible. Mais par ailleurs, il y a le projet de valorisation du gaz qui consiste à transformer le gaz en des extrants, notamment l'engrais. C'est pourquoi je dis que c'est une belle transition de donner la parole à M. Farindaou, parce que Dr Diagne a parlé de la richesse des sols. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont quasiment réunies, en tout cas pour arriver à valoriser notre gaz, à innover, parce que l'engrais conventionnel que nous connaissons tous, c'est l'engrais qui est fabriqué à base du phosphate. L'engrais qui est produit par les ICS. Mais l'innovation, c'est de pouvoir utiliser une autre ressource pour pouvoir faire de l'engrais. Donc je donne la parole donc à M. Farindaou pour développer en conséquence ce point-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Tidjane. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour au directeur de cabinet de Monsieur le ministre, ainsi qu'à tous les professeurs et enseignants qui sont ici, en commençant par Madame Diagne, dont j'ai écouté l'intervention avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, comme le dit cher Tidjane, nous avons au sein de Petrosen, donc la Société pétrolière et gazière nationale du Sénégal, l'intention de valoriser les ressources pétrolières et gazières du pays. Et pour ceux, puisqu'on parle d'agriculture, qu'il y a des élèves ingénieurs de l'ENSA ici et des spécialistes de l'agriculture, vous n'êtes pas sans savoir que les sols ou les plantes en général ont besoin de 3 principaux nutriments, les nutriments azotés, les nutriments phosphatés et les nutriments de type potassique, donc les N, P et K. D'autres micronutriments sont également nécessaires pour la croissance des plantes, entre autres, mais les 3 principaux sont le N, le P et le K. Au Sénégal, où l'on produit du phosphate depuis longtemps, avec les ICS, nous produisons de l'acide phosphorique, donc qui est souvent exporté vers l'Inde, où il est transformé en d'autres types d'engrais, mais on connaît, comme l'a dit le docteur Diagne, un déficit au niveau des sols en phosphore et avec des sols acides. En revanche, on a non pas un déficit, mais une dépendance totale au niveau des engrais azotés et potassiques, les N et le K. Comment on amène du N au Sénégal? C'est via des importations de l'urée. L'urée est un engrais azoté qui contient 46% d'azote en masse, et cet engrais est extrêmement important dans la croissance céréalière. Or, tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus, des Dioben ou autres, mais les Ndaokunda, nous-mêmes, nous sommes labellisés comme étant de gros mangeurs. Et les Sénégalais mangent beaucoup de tchèp, donc de riz, mais également beaucoup de blé, via le pain notamment. Au Sénégal, je parle sous le contrôle des spécialistes du ministère de l'Agriculture, nous importons un peu plus d'1 million de tonnes de riz par an et 800 000 tonnes de blé par an. Donc l'entièreté de notre consommation de blé est importée.
Et c'est pour cela que lorsqu'il y a eu la crise russo-ukrainienne, nous avons été en difficulté, en tout cas nous avons frôlé la difficulté pour qu'il y ait un peu plus de blé qui arrive et d'engrais également qui arrivent en dépassant les restrictions qu'il y avait à l'époque. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire nous à Petrosen? On veut prendre le gaz naturel sénégalais et le transformer en urée. Petit cours de chimie pour les curieux et les curieuses. Comment on passe d'un gaz à un engrais granulé qui est l'urée? Vous prenez le gaz naturel, donc qui contient en général 85 à 90% de méthane, méthane de formule CH4, et ensuite ce méthane est purifié jusqu'à autour de 99% en entrée d'usine, et ensuite vous faites ce qu'on appelle du vaporéformage. Vous mettez de la vapeur d'eau dans ce méthane-là, donc CH4 plus H2O, ça vous donne du CO2, du H2 et du CO. Et ce H2, l'hydrogène, vous le mélangez avec du diazote, donc du N2, pour en faire de l'ammoniac, du NH3, liquide. Et ce ammoniac NH3, vous le mélangez à nouveau avec du CO2 que vous aviez produit lors du vaporéformage, pour faire le carbamate ou l'urée hydratée, donc CONH2 deux fois. Et donc ensuite, ce liquide d'urée-là, vous le projetez sous forme de gouttelettes et ça forme ces pellets d'urée qui sont déshydratés. C'est comme ça qu'on produit de l'urée. Et donc l'urée, vous le produisez dans des unités industrielles qui sont très complexes, qui évoluent en environnement confiné, parce que vous avez des gaz qui peuvent être toxiques, comme l'ammoniac, il faut les contrôler. Et nous allons sur un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars pour produire une usine d'urée qui pourrait produire jusqu'à 1,2 million de tonnes d'urée par an, sachant que les besoins du Sénégal aujourd'hui tournent autour de 80 à 100 000 tonnes. Sauf que ces 80 à 100 000 tonnes, en ne comptant pas le déficit céréalier que l'on importe de l'étranger. Donc il y a un potentiel qui est là. Sauf que, maintenant que j'ai parlé du process, des investissements et du rationnel, il y a ce que disait le docteur Diagne, et je tiens à insister là-dessus. Je suis géologue de formation, j'ai fait aussi des cours de pédologie et je suis forcément un naturaliste. Je suis attaché à la nature. Lorsque vous utilisez les engrais synthétiques chimiques de manière non raisonnée, vous finissez par dégrader la matière organique qui est contenue dans vos sols et vous finissez par fatiguer les sols. Et donc, vous avez des sols qui sont de plus en plus appauvris et vous avez besoin chaque année d'apporter un peu plus d'engrais synthétiques chimiques que l'année précédente. Donc, je pense que le Sénégal ne peut raisonnablement pas s'engager dans cette voie d'utilisation excessive des engrais chimiques et synthétiques. En revanche, il y a des synergies qui sont possibles entre l'agroécologie et un apport d'engrais chimiques, notamment engrais azotés, pour augmenter en particulier les rendements des céréaliers. Du mil, du riz, du maïs et du blé. Il me semble que des travaux, une stratégie avait même été élaborée pour que le Sénégal puisse devenir, en tout cas, sinon autosuffisant, mais plus autonome dans sa production et dans sa consommation de blé. Et pour le riz, les efforts sont entrepris depuis plusieurs années, mais l'autosuffisance en riz n'est pas encore atteinte. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce que disait le docteur Diagne, c'est-à-dire qu'il faut non seulement que les écoles d'ingénieurs avec des centres de recherche associés puissent travailler avec les agriculteurs, mais je rajouterai à ça également les industriels et les privés. Parce que ces industriels et ces privés peuvent avoir une attitude qui peut être améliorative pour l'agriculture sénégalaise ou nocive s'ils ne cherchent qu'à vendre au maximum leurs produits. En quoi faisant, il faut, à mon avis, que les industriels participent à mettre en place des champs témoins avec des laboratoires d'analyse des sols où ils pourront soulager les laboratoires ou le laboratoire national afin d'indiquer aux agriculteurs l'état réel de leur sol pour, en collaboration avec la recherche, leur dire que la logique qui voudrait
que plus vous mettez d'engrais, plus vous avez de rendement, tient jusqu'à un certain niveau de rendement. Au-delà de ça, vous atteignez un plafond de vos rendements, notamment pour l'azote, et l'azote supplémentaire que vous ajoutez et que le sol n'est pas capable, ou les racines ne sont pas capables de métaboliser, cet azote-là finit par infiltration, par polluer les nappes phréatiques et causer une eutrophisation justement de ces nappes-là. Et ce qui donne ce qu'on a notamment au niveau de la vallée du fleuve Sénégal avec la prolifération du Tifa qui pose d'énormes problèmes. Donc, en résumé, je dirais qu'on a des ressources qui doivent nous aider aussi bien à la souveraineté énergétique, tout à l'heure, Cheikh Tidiane l'a dit, pour utiliser notre gaz pour en faire de l'électricité. On peut également utiliser notre gaz dans des procédés pétrochimiques pour en faire des engrais, notamment des engrais azotés qui sont essentiels à la croissance céréalière. Il faut maintenant que ces engrais-là soient utilisés de manière raisonnée, en collaboration avec les chercheurs, avec les projets qui visent à avoir une bonne cartographie de la richesse des sols, à avoir un épandage qui est différencié selon les types de sols, selon les zones où l'on se trouve dans le pays, et à nous aider de nous sortir de la dépendance céréalière, parce que, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, certains pays ont connu des déstabilisations en raison de hausse de prix des denrées alimentaires. Je pense notamment à la Tunisie, ce qui avait amené le printemps arabe qu'il avait lancé à l'époque en 2010 ou 2011. Donc, si l'on peut cultiver chez nous avec des engrais utilisés de manière raisonnée, où l'on implique ingénieurs, industriels, centres de recherche et agriculteurs, à mon avis, on peut gérer la durabilité, valoriser nos ressources. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais qui, à mon avis, est nécessaire. Merci beaucoup. Merci Machandao, merci Fari pour cette brillante intervention. Je vais juste compléter et ajouter un peu pour information les deux champs que nous avons. Le champ de GTA est un champ 100% gazier, qui a donc une réserve de 560 milliards de mètres cubes, dont 50% pour le Sénégal, à peu près 20 SF. Et le champ de Sangomar, c'est un champ plutôt pétrolier, mais aussi qui regorge aussi de gaz, avec une réserve de 70 milliards de mètres cubes. La volonté donc de l'autorité, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Domestic Supply Obligation, l'obligation de fournir le marché domestique en français, c'est facile. Donc cette obligation nous donne droit à utiliser ce gaz pour les besoins nationaux, que ce soit pour le gaz de l'industrie, comme l'a dit Fari tout à l'heure, dans le cadre de la valorisation du gaz naturel, mais aussi dans d'autres projets comme le gaz de l'industrie. Voilà. Donc, Fari, merci pour ces précisions et surtout pour le cours magistral en chimie organique. Je vois que les étudiants sont un peu très enthousiastes de voir des cours physiques pour voir que tout ce qu'on vous apprend à l'école ici aura leur implication, en application. Vous allez l'appliquer à la sortie de l'école. Quand on parle de la formule chimique du méthane, CH4, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous allez l'utiliser dans le cadre professionnel, valoriser. D'ailleurs, même dans le gaz naturel, un indice qui est très important, ce qu'on appelle l'indice de méthane. L'indice de méthane est un indice qui est très recherché au niveau du gaz naturel. Donc, plus son indice est important, mieux le gaz est apprécié. Donc, merci en tout cas pour ce rappel de cours de chimie organique. Donc, on recampe un peu, replanter encore le décor sur la partie sur l'innovation agricole. On a, la première partie, parlé un peu de la valorisation du sol, notamment avec professeur Fall, professeur Diagne et Fari Ndao. Maintenant, il faudrait discuter un peu d'autres, parce que la problématique qui est liée à l'innovation agricole est très vaste. Donc, ça couvre beaucoup de champs. C'est ce qui nous permet un peu de pouvoir, dans un contexte, dans le cadre un peu de l'alignement de l'agenda de transformation 2050, parce que vous savez que
Dans l'agenda de transformation, il y avait aussi le plan national, pas le plan national, l'agenda de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Et dans cette stratégie nationale de développement, il y a un axe qui est fondamental. C'est plutôt l'axe d'économie compétitive. L'économie compétitive est plutôt garante de notre souveraineté. Hein. Quand on met en place, créer les conditions d'une économie compétitive, ça peut aboutir à une souveraineté alimentaire. Il y a aussi le capital humain de qualité et l'équité sociale. C'est ce qui m'amène à donner la parole à M. Pierre Ndiaye, qui est le PDG de Jabot, qui a donc réussi, en tout cas, à partir de zéro, pour mettre en place une unité alimentaire qui fait la fierté de tous les pays. M. Ndiaye, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue tout l'auditoire, en commençant d'abord par les jeunes qui sont en année de formation, de capacitation et qui constituent l'avenir de ce pays. Ceci pour leur dire qu'ils ne doivent pas avoir peur de ce qui va venir demain. Commencer à construire ce qu'on voulait être pour ce pays. Ceci pourquoi? Parce que moi qui suis en face de vous, je suis à ma 50e année, presque achevée, de vie industrielle. Et à un moment donné de ma vie, à votre âge, j'étais en train de faire l'ingénierat à l'Institut de Dakar en 1976. Donc nous sommes des adultes aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat en cas général me maintient encore sur les rênes du travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ennemi premier de l'homme, c'est la peur. Le premier, c'est la peur. Et je dis toujours aux hommes politiques, on ne gouverne pas un peuple qui a faim. La faim est le deuxième ennemi de l'homme. Par contre, l'aliment est un facteur économique et social. Je me félicite d'avoir été précédé par les deux panélistes, dont Mme Diagne, qui a quand même développé quelque chose qui est excessivement important pour nous. La pauvreté d'un sol ne donnera jamais un bon rendement aux producteurs. Et si nous voulons fixer les populations dans l'agriculture, il faut commencer par leur donner des rendements qui soient élevés pour qu'ils y restent. Sinon, ils vont faire autre chose. La pédologie a été un facteur, excusez-moi, négligé dans ce pays depuis notre indépendance. Et c'est maintenant que je vais venir sur des exemples tout à l'heure. Je suis un laitier. 50 ans de vie pour créer une entreprise que vous connaissez qui s'appelle Mamel Jabot, qui a commencé, que j'ai voulu faire démarrer quand j'ai eu 22 ans de vie industrielle, que je voulais démarrer dans une cuisine, montrer le caractère de l'humilité dans la démarche de création d'entreprise. On ne crée pas pour soi, on crée pour les autres. Et demain, n'appartenant qu'à Dieu seul, on y travaille tous les jours. Cette unité de 300 kg par jour, en 1998, c'est celle qui fait à Dakar 30 tonnes par jour et qui est en train de s'investir sur une nouvelle unité qui, dans 2 ans, fera 60 tonnes de yaourt par jour, ici à Dakar. D'une famille de 2 à 3 personnes, on est aujourd'hui 172 personnes travaillant dans l'entreprise, avec un taux qui correspond pratiquement à 14% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires réalisé. Mais plus que cela, nous sommes des contributeurs fondamentaux au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la recette État, c'est-à-dire le paiement des impôts. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur le lait. Ce serait trop long et en réalité, l'objet n'est pas là-bas. Je m'appesantis sur l'agriculture. L'agriculture est, comme j'ai eu à le dire au ministère de la microfinance il y a quelques jours, le Sénégal doit s'adonner à avoir des chaînes de valeur. Ne pas discuter en opportunité ponctuelle, mais prendre une chaîne de valeur et rassembler tous les acteurs de la chaîne pour un gain qui soit durable.
Moi, en tant que Sérère et né dans la zone rurale, j'ai choisi le mil. Et en fait, le lait pour moi était un prétexte pour pousser les céréales. Vous savez très bien que le Sénégal ne mange pas de yaourt. Il mange du yaourt avec des céréales. Mais pour qu'il mange du yaourt, il faut qu'il y ait des céréales. Et c'est ce qui a fait qu'en 2003, nous avons lancé le Tchakri au Sénégal. Tchakri pour montrer aux gens qu'une conserve peut être vendue au même titre que le yaourt aux fruits. Et aujourd'hui, je pense que tous nos partenaires laitiers, aujourd'hui, ça donne à faire du Tchakri et le vendre sous toutes les formes. Nous avons résolu le problème des intoxications alimentaires, des baptêmes et cérémonies sociales, parce qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la grande masse de l'offre, au point où quelqu'un qui a un baptême n'a plus besoin d'avoir des femmes inexpérimentées pour leur faire, n'est-ce pas, de l'écailler. Alors, je reviens toujours sur l'agriculture. Lorsqu'en 2003, on a commencé le Tchakri, on s'est rendu compte que le mil n'était pas disponible au Sénégal. Un territoire plat où on peut tout faire en mil, le mil n'était pas disponible. Mais en fait, les producteurs gardaient le mil et jusqu'à aujourd'hui, ils gardent le mil chez eux. Parce que le mil est leur ressource, c'est leur sécurité. Ils la convertissent en argent quand ils en ont besoin, mais surtout, ils créent le souveraineté alimentaire au travers du mil qu'ils gardent à la maison. Nous, industriels, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner le développement, mais surtout garantir cette souveraineté? Nous sommes donc partis dans le monde rural pour créer ce qu'on appelle les contrats agricoles. La terre appartient aux paysans. La terre n'appartient pas aux industriels, elle appartient aux paysans. Mais l'industriel a le devoir et l'intelligence d'aller travailler avec le paysan pour davantage l'accompagner. D'abord dans la ressource financière, vous savez très bien que les campagnes agricoles sont très lourdes. Le paysan n'a pas de réserve. Il doit aller en campagne et c'est la queue de l'État qui va chercher à donner à droite, à gauche, en bon comme en mal. Je ne sais pas pour le juger. Mais la précision des contrats fait que le producteur a ce qu'il lui faut pour entrer en campagne. Parce que ce n'est pas le producteur qui tire la banque, c'est l'industriel qui travaille avec le producteur qui tire la banque dans ce qu'on appelle la triangularité, n'est-ce pas, du contrat. C'est ce que nous avons fait en 2011 dans le Nioro, sur une surface de 150 hectares, qui aujourd'hui dépasse les 3000 hectares. Cette année, en tout cas, nous sommes partis pour une campagne de 5000 à 6000 hectares, pour 11 000 tonnes de contractualisés, et pour une valeur, vente avant production de 2 milliards 750 millions de mille achetés. Alors, vous voyez bien de là où on est parti, là où on est arrivé. Alors, la suite, c'est quoi? Si vous avez du mil et chacun le garde à la maison, ça ne passe pas. Nos femmes sénégalaises, vous les jeunes filles qui sont là, vous ne pouvez plus travailler sur le mil. Je ne veux pas les critiquer, mais c'est la réalité tangible. Les substitutions de typologie alimentaire ont fait que le mil n'est plus une denrée d'attente pour la famille. Mais c'est surtout parce que c'est trop pénible d'accéder à ces produits. Mais la plus grosse pénibilité, c'est l'accès à la farine. Or, on sait que la farine, le petit mil, est accompagné par du sable, accompagné par des débris. La qualité est un élément essentiel de développement durable de toute filière agroalimentaire. C'est pourquoi nous, pour le raccourcir, nous sommes investis à Thiès pour créer la deuxième usine de Ndiabot, la seule qui existe en Afrique de l'Ouest, qui transforme le mil brut en farine directe, sans passer par les cycles traditionnels que vous connaissez bien, de décortiquage, de lavage et de mouture et de séchage. Nous passons du sec au sec avec une ligne qui aujourd'hui tourne à 1 tonne à l'heure et qui va tourner avant la fin du mois de décembre à 3 tonnes de farine de mil à l'heure. Alors, à partir du moment où on a la farine, où sont les femmes? Ces femmes, elles savent rouler, elles savent pas rouler la farine. Mais aujourd'hui, vous allez à Thiès, vous trouvez 60-70 femmes de Fandène, parce que nous sommes dans la commune de Fandène, qui sont des employés à plein temps, qui ont tous les droits, comme moi, en tant que directeur général de la société, qui gagnent leur vie,
qui autonomisent leur vie. Mais comme la pénibilité de roulage aussi est devenue une galère pour les femmes, des techniciens comme vous, ici à Thiès, dans la zone pas loin de Thiès, ils ont mis en place des granulateurs automatiques qui permettent d'avoir une cadence de 500 kg à l'heure de graines roulées, de tchakri, de couscous ou de arao. C'est une merveille pour le Sénégal. Et aujourd'hui, que ces produits existent, que le séchage est là, que les femmes vont aller dans le milieu de la distribution, c'est-à-dire faire manger dans les coins de rue, dans les cantines aménagées, le fondé, le tchakri, le sankal, le sombi même, à la limite, nous devenons ce qu'on appelle une chaîne de valeur, de la terre à la bouche. En tant que consommateur, le levier du développement est entre nos mains. Elle est dans l'industrie parce qu'elle existe. Elle est dans la consommation à des produits de qualité. Attention, c'est des produits de haute qualité nutritionnelle. Donc, si nous voulons développer notre pays, non seulement il faut développer la santé par l'alimentation, mais l'aliment est un facteur économique de chaîne de valeur, on va prendre toute la chaîne. Alors, bien sûr, je suis en face des érudits de la recherche. Comme je dis toujours, on cherche, on trouve, mais on n'applique pas. Alors, nous sommes partenaires de l'application. C'est-à-dire, nous prenons de les moyens, nous développons et nous créons des produits entre nos mains. J'étais heureux personnellement cette année, et je vous encourage aussi à cela, à créer des partenariats. Nous venons de signer un partenariat avec l'ISEP de Thiès, un partenariat avec l'ESP, qui est quand même mon école de base. Et nous avons été, en tout cas moi particulièrement heureux, et je félicite pour cela la direction de l'ENSA, d'avoir associé des industriels comme moi-même au conseil d'administration de l'ISRA. Nous n'y venons pas pour être des chercheurs, nous venons pour nous approprier des armes de la recherche et en faire une valeur pour notre pays. Je vous remercie de votre attention, je serai trop long. Merci, merci PDG. Vous venez de livrer un cours magistral de stratégie. Parce qu'en stratégie, ce qu'il vient d'expliquer, c'est la différence entre le outsourcing et l'intégration verticale. L'intégration verticale en stratégie, c'est le fait de s'occuper de toutes les activités de la chaîne de valeur. Lui, il ne le fait pas. Il fait de l'outsourcing, la sous-traitance. C'est-à-dire essayer d'impliquer des acteurs externes pour minimiser les coûts. Et cela entre en droite ligne avec le plan national de développement 2025-2050, 2025-2029, qui consiste dans son axe 1 à promouvoir l'économie compétitive. La promotion de l'économie compétitive consiste donc à réduire les coûts. Par sa démarche, son approche, sa stratégie, il parvient donc à minimiser les coûts. Non pas par une démarche d'intégration verticale, mais par une démarche d'ouverture. Et ça, c'est important. Donc, M. Ndiaye, nous vous remercions pour cette pertinente contribution et ce cours magistral en management. Donc, les étudiants peuvent bien s'en inspirer voilà, pour pouvoir avancer et initier des projets de développement, voir comment, donc, quelle démarche il faudra adapter dans des projets collectifs, n'est-ce pas? Donc, ça c'était... on va continuer donc sur cette même lancée. Comme je disais tout à l'heure, le thème, c'est un thème qui est pluridisciplinaire, qui est très large, qui implique beaucoup d'activités. C'est la raison pour laquelle j'aime bien les transitions. Tout à l'heure, on a fait la transition sur le sol, transition sur l'économie compétitive. On va faire aussi une transition sur la partie environnementale, notamment donc en étroit alignement avec le plan national d'adaptation du secteur de l'agriculture du ministère en charge de l'agriculture. Donc ce plan d'adaptation nous oblige un peu, en tout cas oblige à intégrer tout ce qui est donc gestion environnementale, développement des projets verts, mobilisation des fonds. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas
un expert mieux indiqué ici pour en parler que notre ami M. Diédiou. M. Diédiou, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voulais d'abord me réjouir d'être là et féliciter vraiment l'ENSA et l'EPT pour cette innovation qui répond déjà à la thématique. Et je m'en veux pour preuve la belle expérience qui fait en tout cas la fierté de nos étudiants dans les deux établissements. Je donne l'exemple de la société Tolbi, qui est née d'une expérience entre des jeunes sortis de l'école polytechnique et aussi des sortants de l'ENSA. Rencontrer mes très beaux enseignants, une fierté vraiment d'être là, de parler devant vous. Alors, moi, vous me permettrez, monsieur le modérateur, d'aborder la question sous d'abord l'angle, en tout cas de la réflexion qu'appelle mon profil personnel en tant qu'environnementaliste et agronome, mais aussi de l'aborder sous l'angle du vécu, notamment mes activités à la Banque agricole. Je vais juste revisiter mes cours d'économie rurale qui définit la production agricole comme la combinaison de 3 facteurs. C'est le sol, c'est l'eau, mais c'est aussi le capital. Les intervenants qui m'ont précédé ont beaucoup abordé la question liée justement à la qualité qu'appellent les 2 premiers facteurs qui sont des facteurs purement environnementaux. En lien aujourd'hui avec la problématique que pose le défi du changement climatique, notamment sur la qualité de nos sols, sur aujourd'hui l'aléa lié à la ressource hydrique, comment véritablement, à travers l'innovation, comment apporter justement des solutions pour répondre aux préoccupations énumérées par M. Pierre Ndiaye sur notamment ce que recherche en réalité le producteur au dernier kilomètre, qui est d'avoir un rendement qui vient à l'appel. C'est pour vous dire qu'en termes d'innovation, le défi lié au changement climatique doit être perçu non pas comme une fatalité, mais comment aujourd'hui transformer toute cette problématique à travers la recherche, à travers l'innovation, à apporter donc des solutions pour répondre justement aux différentes vulnérabilités et incertitudes causées par ces différents aléas sur la qualité de nos sols, le manque d'eau, etc., etc. Les températures qui aussi et qui ne nous permettent pas véritablement de répondre à toutes ces conséquences. Alors, moi, au niveau de la Banque agricole, je parle sous le contrôle de Ousmane Ndiaye. Je suis un pur produit du ministère de l'Environnement, je ne suis pas banquier. Quand j'ai rejoint la banque, j'ai constaté que quand on analysait les dossiers de crédit, ils étaient très forts sur l'aspect financier. Voilà. Est-ce que madame a un bon business plan? Est-ce qu'il répond aux bonnes sûretés, etc., etc. Nous finançons. Je les ai dit, vous mettez 300 milliards dans la vallée du fleuve Sénégal sans se soucier des aléas climatiques, mais si les producteurs ne produisent pas, c'est vous qui mettez votre crédit en péril. Ça, M. Ndiaye l'a bien démontré. La question maintenant est de voir comment aujourd'hui, à travers le défi posé par le climat, comment arriver à à offrir à M. Ibrahim Diédiou dans son village naturel en Casamance, pour le permettre de produire, d'avoir un crédit accessible et ne pas, en tout cas, faire face à toutes les contraintes que posent aujourd'hui les banques commerciales, notamment sur l'accès au financement. C'est de se dire, la question était très simple. C'était de voir par rapport aujourd'hui au changement climatique, comment, à travers l'innovation,
faire accéder la banque à des ressources dites concessionnelles à travers le changement climatique. C'est en ce moment que j'ai eu l'aval donc du management pour porter un projet d'accréditation au Fonds vert climat et un projet d'accréditation au Fonds d'adaptation qui permettent à la banque d'avoir des ressources à des taux de crédit qui ne dépassent pas généralement 1,5%. Allez revisiter aujourd'hui le taux directeur des banques centrales, mais c'est des taux qui dépassent plus de 5. Forcément, dans notre zone, l'accès au crédit va être en tout cas une problématique très présente pour permettre d'atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire. L'autre défi maintenant que pose l'accès aux ressources, ce n'est pas d'avoir l'accréditation, d'avoir un guichet de 50 millions d'euros, mais c'est de travailler sur le développement de bons projets qui puissent répondre justement à ces aléas climatiques. Parce que la problématique que posent les projets climat, c'est véritablement de répondre à une question climatique pour déboucher sur véritablement des solutions de développement durable et de souveraineté. Et c'est tout l'enjeu vraiment qu'appelle ce panel aujourd'hui. Quand vous mettez en place des solutions ou pratiques d'agriculture climato-intelligente qui allient aujourd'hui l'utilisation du digital avec la maîtrise énergétique, la maîtrise donc de l'eau, véritablement vous apportez beaucoup de solutions pour permettre aux paysans justement de s'adapter, comme utilisé dans le jargon du changement climatique, et de leur permettre aussi d'avoir en tout cas une bonne maîtrise sur tout leur business économique. Aujourd'hui, des ingénieurs réfléchissent à développer, et ils le font déjà. Je viens de Djama, où l'OMVS a convoqué un forum sur l'innovation, et je peux vous assurer, les jeunes universitaires de Saint-Louis nous ont présenté à travers un concours d'innovation, mais des solutions extraordinaires qui répondent justement à toutes ces problématiques que pose et aussi bien la gestion de l'eau, la maîtrise énergétique et des solutions liées également à la pauvreté des sols. Mais est-ce que véritablement on fait confiance à ces jeunes-là? Comment aujourd'hui aider, en tout cas les décideurs, à pouvoir faire confiance à ces jeunes talents, parce que je peux vous assurer qu'il en a. Et moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à la banque agricole. On va accélérer un peu là, parce que rattrapé par la mosquée. Ok. Ben, donc, je m'en arrête là, pour laisser alors au prochain orateur d'avoir le temps. Merci. C'est vraiment le développement est très passionnant, M. Diédhiou. Le développement est très passionnant, M. Diédhiou, parce que je vois que il y a un alignement avec ce que vous êtes en train de développer, avec l'agenda donc de transformation 2050, mais aussi le plan national d'adaptation. Je vous renvoie au site à limiter un peu le temps. Voilà. Mais sinon, si vous voulez développer encore, vous pouvez développer encore. C'est bon? Voilà. Donc, on va donner donc la parole au dernier intervenant, donc le professeur Dia. Donc, vous avez la parole pour pouvoir développer. Je vous remercie. Voilà, merci donc M. Gueye. Je vais aller très vite parce que je suis mal parti, parce que mon prédécesseur n'a pas... C'est pas grave. De toute manière, je donne rendez-vous surtout à ceux qui sont intéressés, les étudiants et les enseignants chercheurs, de peut-être nous rejoindre soit au niveau du stand, parce qu'on a un stand là, qui peut après vous présenter le programme donc, de recherche et de formation, et de bourse pour les étudiants, de recherche donc pour les chercheurs et de bourse pour les étudiants. Je voudrais juste donc, en tout cas, donner aussi notre contribution en tant que projet de développement sur la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Donc, ma collègue, Madame Diagne, a fait son intervention sur le sol.
Mais moi, je vais faire la contribution, toujours du ministère, hein, parce qu'on est toujours donc du ministère, parce que le projet, c'est un projet du ministère financé par la Banque mondiale et le FIDAC, mais qui effectivement porte vraiment les orientations du ministère globalement. Et donc voilà, dans le cadre donc, de cette thématique d'innovation, je vais justement effectivement vous montrer que nous avons des financements, mais qu'il y a une démarche innovante, qui présente des solutions innovantes et une démarche innovante, parce que ces financements passent donc, voulant atteindre donc, le développement, passent d'abord par la recherche et donc utilisent aussi des outils, des instruments de financement qu'on appelait les financements à coût partagé, mais aussi des financements de la recherche qui sont effectivement, en tout cas, mobilisés qui sont gérés par les fonds qu'on appelait donc le fonds FNRA et le fonds donc FNDAP, je pense que vous connaissez déjà. Mais je voulais juste donc, en tout cas, commencer, vous donner donc un peu la structuration de mon intervention, qui se fera donc sur 3 points, ou bien un 4e point, parce que le 4e point, c'est justement le financement des CAC, les coopératives agricoles communautaires. Je ne veux pas aller trop dans cela, je vais juste donc aller sur ce qui peut-être pourrait vous intéresser d'ailleurs. Voilà, donc d'abord, dans un premier temps, le financement à coût partagé. Le financement à coût partagé, comme je dis, hein, je vais aller un peu vite quand même, parce que comme on est en tout cas dans une situation où on n'a pas le temps, nous allons donc aller dans le financement à coût partagé, qui a effectivement, comme tous les financements, des activités éligibles et des activités inéligibles aussi, des secteurs éligibles et inéligibles aussi. Je pense que je vais passer sur cela et vous renvoyer peut-être quand vous serez au niveau du stand. On va vous donner donc des éléments sur ça. Mais d'abord, je voudrais juste vous dire que ce financement à coût partagé a 3 guichets. Le premier guichet, c'est un guichet donc, qui est prêt à distribuer 9 milliards. 9 milliards à des porteurs de projets et à des bénéficiaires qui pourraient intéresser, en tout cas, les étudiants qui viennent juste de sortir. Donc, qui est un guichet qui, donc, en tout cas, finance des montants de 3 à 5 millions de francs CFA par sous-projet, par bénéficiaire. Et donc, on a parlé de financement à coût partagé parce que, effectivement, une bonne partie du financement sera gratuit, si on peut le dire ainsi. Donc, ça va être subventionné. Parce que sur les, par exemple, 5 millions, les 70% sont gratuits, sont subventionnés. Et vous n'apportez que les 30%, s'il s'agit d'ailleurs, s'il ne s'agit pas de jeunes, mais si c'est comme vous, des jeunes qui ont moins de 35 ans ou bien des femmes, vous apportez juste les 20% et les 80% donc sont en tout cas gratuits, sont subventionnés. Voilà. Et ceci, on le fera donc pour 1578 sous-projets. Donc, comme je l'ai dit, moi j'interviens pour donc apporter des solutions par rapport à la souveraineté alimentaire, mais avec des démarches innovantes. Avec des démarches innovantes, parce que si on vous explique un peu donc toute la procédure pour accéder, vous verrez que c'est vraiment innovant. Et si on vous explique un peu quand même l'organisation, le dispositif qui est autour donc, de ces bénéficiaires, vous allez dire effectivement que c'est innovant. Mais on passe au deuxième guichet. Le deuxième guichet, c'est un guichet qui a donc 20 milliards qui doit distribuer, si on peut le dire ainsi aussi. Très souvent, quand je dis distribuer, les gens se disent, mais c'est une distribution quand même mais sous des conditions bien connues par tout le monde. Mais pour un montant, donc, pour une enveloppe de 20 milliards, nous allons le donner à 700 sous-projets, à 700 bénéficiaires, qui donc devront avoir chacun de 6 à 28 millions de francs CFA. Donc ça, c'est le groupe numéro 2, guichet numéro 2, qui donc un peu concerne tout le monde. Donc effectivement, ces étudiants qui viennent sortir de l'EPT ou bien de l'ENSA, mais qui travaillent dans les filières agricoles, dans certaines filières. Comme j'ai dit, il y a des filières quand même qui sont éligibles et il y en a qui ne le sont pas. Parce que le projet a un objectif bien déterminé, bien encadré, avec des filières bien ciblées. Le troisième guichet, c'est un guichet donc, qui a une enveloppe de 4 milliards et qui concerne 15 sous-projets. Parce que aussi, c'est le guichet quand même qui s'adresse aux sous-projets de grande taille et qui donc
attend des financements de 28 à 285 millions de francs. Et là, l'apport personnel, c'est de 110%. C'est de plus maintenant 20 à 30%. Là, la subvention est de 30%. J'ai oublié pour le deuxième guichet. Le deuxième guichet, la subvention est de 50%. Et donc, le bénéficiaire va apporter 50%. L'autre 50% est apporté par le projet. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 types de financement qu'on a au niveau du FSRP. Comme j'ai dit, nous nous sommes insérés dans cette thématique parce que si on vous disait donc toute la démarche qu'on a développée derrière, vous verrez effectivement que c'est une innovation vraiment. Et nous passons au deuxième type de financement qui est donc le financement de la recherche et de l'innovation technologique. Là aussi, je pense que c'est un point qui s'adresse vraiment aux enseignants-chercheurs. C'est vraiment des financements pour les enseignants-chercheurs. Ici, donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le FNRA, le FNDAPS, qui sont donc nos bras financiers qui vont donc nous permettre de distribuer effectivement pour le FNRA quelque chose comme 6,8 milliards. Donc à peu près 7 milliards qui va être distribué par le FNRA aux chercheurs qui ont effectivement des thématiques dans des filières aussi qui sont ciblées, qui sont des filières agricoles et de l'élevage. Je pense que si quelqu'un est intéressé, il peut peut-être aller chercher beaucoup plus d'informations auprès du FNRA ou bien auprès du FSRP. On va donner donc toute l'information. Mais sachez qu'effectivement, c'est un projet qui va financer 36 sous-projets dans les filières d'élevage, 18 sous-projets dans les filières horticoles, 27 sous-projets dans la reste du programme CRE, céréales, chefs et culture. Parce que le CRE, c'est le centre donc, régional d'excellence qui a aussi effectivement un certain nombre de choses à faire avec, avec le FNRA. Et donc, les bénéficiaires pourront avoir entre 50 et 85 millions de francs CFA. Donc, le montant de chaque financement varie entre 50 à 85 millions de francs CFA. Et ceci, donc, effectivement, comme je l'ai dit, est donc géré par le FNRA pour le FSRP. Et ça s'adresse donc aux chercheurs qui voudraient donc être financés pour des thématiques de recherche relatives à l'agriculture et à l'élevage. Toujours, il y a aussi effectivement l'éligibilité des activités et du secteur. J'ai donc, en tout cas, sauté. Certainement, ceux qui seront intéressés peuvent donc nous adresser la question. On va le dire. Ouais. La deuxième, donc, l'activité pour le FNDAS, qui est là aussi pour financer les sous-projets sur les innovations et le transfert de technologie, c'est une enveloppe donc, de 7,5 milliards de francs CFA qu'il va financer pour 8 sous-projets de transfert régional de technologie, pour 50 projets de transfert national de technologie et 2 sous-projets de multiplication de production et de diffusion des semences végétales. Ça aussi, c'est des en tout cas, thématiques qui concernent effectivement tous les chercheurs qui veulent se lancer sur les filières agricoles et d'élevage. Et 200 à 465 000 par sous-projet seront financés. Donc, quelqu'un qui veut être financé, il peut prétendre à un financement de 200 à 400 à 465 millions de francs CFA pour effectivement dérouler ces financements. Ouais. Et donc, oui, voilà. Je pense que ça, c'est donc les 2 types de financement qu'on a et qu'on voudrait vraiment partager avec vous. Nous avons profité vraiment de ce symposium et j'ai vraiment eu vraiment le directeur donc, de l'ELSA et de l'EPT qui m'ont donné vraiment l'occasion de venir ici. Et on a sauté vraiment sur ça parce qu'il fallait qu'on communique vraiment avec tout le monde, surtout pour les étudiants qui viennent de sortir. Et puis peut-être qu'ils s'apprêtent à sortir, puisqu'on est là jusqu'à 2030, si Dieu le veut. Et donc les financements sont là pour vous et pour le domaine de l'agriculture et de l'élevage. La deuxième chose, c'est aussi les programmes de formation. Ça aussi, on en a les étudiants qui sont intéressés par les formations de master et de doctorat. On va devoir accélérer un peu. Ils sont aussi limités. Voilà. Donc, OK.
Et donc, voilà, je pense que pour ne pas aller trop loin, pour ne pas être trop long, je pense que je vais juste donc, vous dire ça. Après, voilà, on va continuer. Merci. Je suis un peu gêné de couper la parole. C'est pas courtois, certes, mais on est tenu de respecter le timing. Pour deux raisons. Pour une raison purement organisationnelle, parce qu'on nous a donné 1h30, on a démarré à 13h. En principe, on n'a pas démarré à moins le quart, on a démarré à 13h. On a 1h30, il nous reste donc théoriquement 5 minutes. La deuxième contrainte, c'est la contrainte liée à la grande prière du vendredi. Ça, on ne l'avait pas intégré. Donc, du coup, comme il y avait un petit retard, donc ça s'est un peu répercuté sur le timing un peu. Je suis désolé de couper la parole. C'est très passionnant. Tous les thèmes qui sont développés ici, c'est des thèmes. Le financement que vous venez de développer, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, quand on parle d'argent, toutes les oreilles sont attentives parce qu'on ne veut que des financements. Où vont les chercheurs qui n'ont pas de financement? Les chercheurs ont besoin de financement. Donc, il est en train de développer un point très important. Donc, je pense que tout sera mis dans un book, dans un truc pour pouvoir, en tout cas, servir à bien des égards. Donc, tous les points évoqués ici dans ces panels feront l'objet d'un procès, d'un compte-rendu, d'un procès verbal, qui sera publié, voilà, donc, pour pouvoir, en tout cas, à tous ceux qui sont intéressés. Donc, en tout cas, merci, M. Dia, pour cette brillante intervention. On va essayer de voir un peu, donner un peu la parole, comme on dit, parce qu'on est, comme il y a 4 panélistes, mais le 5 panélistes, mais le 6e panéliste, c'est le public. Donc, on va donner la parole à 2-3 questions, selon la volonté, pour ne pas dire, un peu le bon vouloir, un peu du... Voilà, il est 13h26. S'il y a une question, il y aura forcément réponse. Ouais. Et les gens ont l'habitude de poser des questions polysémiques. Alors, on va leur demander d'avoir peut-être une seule intervention et j'espère que ce sera une contribution. Tout à fait.
Donc, cela démontre à suffisance que les explications des modérateurs, des panélistes sont très explicites, au point qu'elles ne suscitent aucune interrogation, et nous nous en réjouissons. Donc, pour pouvoir clôturer donc, ce panel, nous avons vu qu'il nous a permis, à bien des égards, de comprendre que la souveraineté alimentaire ne se résulte pas d'un seul levier. Donc, il faut donc une convergence de transformation, notamment donc scientifique, énergétique, comme on l'a soulevé tout à l'heure, industrielle et sociale. Donc, pour que notre agriculture porte la souveraineté de demain, il faut donc oser l'innovation. J'invite donc les étudiants à pouvoir innover, à sortir de votre zone de confort, à ce qu'on appelle, comme le disent les anglo-saxons, think outside the box. Pensez au-delà de la boîte pour pouvoir innover. De structurer les chaînes de valeur, comme l'a bien expliqué donc, notre doyen M. Ndiaye, de soutenir les productions, de promouvoir la protection de l'environnement, comme l'a bien expliqué notre ami Diédiou, de pouvoir aussi, en tout cas, vulgariser le financement, comme l'a fait tout à l'heure le professeur, le docteur Mouchadja, mais également de travailler en synergie entre la partie agricole, la partie sol relative à la science des sols, mais aussi aux fertilisants. Comme on a bien vu des synergies se développer au niveau de ce panel. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas fait, en tout cas, à un niveau beaucoup plus large, en tout cas au niveau national. En tout cas, vraiment, donc, merci pour vos brillantes contributions, vos pertinentes interventions. Je ne sais pas si, professeur, vous avez des mots, ou bien, monsieur le directeur, est-ce que vous avez des mots de fin donc, pour pouvoir un peu, à titre de clôture finale, je vous donne l'honneur. Monsieur le modérateur, voilà, de pouvoir... C'est bien, ils vont nous comprendre. C'est voilà. Bien. Félicitations, voilà, applaudissements. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Hein. Alors, cadeau pour le panel, s'il vous plaît, et photo de famille pour le panel. Madame Thiam, Adia va donner les cadeaux, s'il vous plaît. Léopoldine, cadeau au nom du comité scientifique, comité d'organisation, présidé par professeur Ndeythiam. Voilà, les cadeaux à tous les panélistes. Et photo, où est le photographe? Voilà. Photo, il y a la vidéo, s'il vous plaît, autour du modérateur. Alors, je rappelle qu'à la fin de la journée, après les communications, il y a une remise de prix aux lauréats au niveau des stands. C'est bien ça, professeur Guissé. Voilà, il y a des lauréats. Oui, la photo. Oui, la photo. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les panélistes, pour la photo. Les stands des projets étudiants. Il n'y a pas de remise. On va juste annoncer les gagnants, quoi. Il n'y a pas de remise et les gagnants seront annoncés. Voilà. Donc ils vont rester jusqu'à la fin de la journée pour entendre voilà. Les lauréats. Qui sont primés, ouais. Qui sont primés. Voilà. Il y aura 4 prix aussi. Il y aura 4 prix dans le futur. Allez, c'est bien, mais voilà, la photo est... Hein? Alors, merci beaucoup. La reprise, c'est à 15h00.